Que ça soit quand on regarde un film, un dessin animé, une série ou tout autre produit culturel, les logos font partie entière de notre vie. Certains sont devenus iconiques et sont restés gravés dans la tête de certains d'entre nous, d'autres se sont estompés des mémoires et ont disparu au cours du temps. Pour une entreprise, un logo c'est archi important. Il faut qu'il soit impactant, qu'il ait une mélodie reconnaissable, originale et unique, et qu'il puisse se graver dans la mémoire de nous, les spectateurs et les futurs consommateurs. Certains logos ont des buts très précis, comme vous faire peur, par exemple, des logos de studios de production de films d'horreur vont pas avoir des couleurs mignonnes, des paillettes et des petites fleurs, bien sûr que non. Le but étant de nous préparer, nous, les spectateurs, à voir un film d'horreur. Mais qu'en est-il des logos qui n'ont pas du tout été créés dans ce but-là, ni cette aura horrifique, mais qui pourtant ont traumatisé des centaines et des centaines de gosses qui les regardaient? Je me suis posé cette question, et durant toutes mes recherches, je suis tombée dans un véritable terrier de lapins. Laissez-moi vous présenter 10 logos qui ont traumatisé des centaines de mômes à travers le monde. Screen Gems est une société de production visuelle spécialisée dans la diffusion de cartoons et de dessins animés pour enfants créée en 1908 comme branche de Columbia Pictures. Sans trop rentrer dans les détails, cette société a existé sous 3 formes différentes, de 1908 à 1946 où elle arrêta ses activités en répercussion de la grève des studios Disney de 1941. Elle renaîtra en 1948 et deviendra la société de production de télévision de Columbia Pictures. Elle continuera à proposer des séries à succès et à étoffer son catalogue sous le nom de Screen Gems jusqu'en 1974 où elle fut rebaptisée Columbia Pictures Television. Depuis 2003, Screen Gems existe encore mais sous une 3e version, celle-ci étant plus centralisée sur la distribution de films indépendants et de films étrangers. Comme toutes les entreprises du monde, Screen Gems a vu ses logos changer et évoluer avec le temps. Et celui qui nous intéresse, c'est le logo qui était diffusé après les génériques de fin de chacune de leurs émissions entre 1965 et 1974, un logo qui aujourd'hui ne fait pas peur, mais qui à l'époque a traumatisé des centaines d'enfants au point de l'avoir surnommé The S from Hell. Le logo se présente par un fond jaune, 2 lignes rouges se rapprochent pour former une sorte de S avec un rond au milieu. Le nom Screen Gems est écrit juste en dessous. En ce qui concerne le jingle qui accompagne le logo, elle est composée par Eric Sidey. La partition entière a été interprétée sur un synthétiseur modulaire Moog. Sidey a été l'un des premiers musiciens à en avoir un d'ailleurs. De ce que j'ai compris et d'après les anciens spectateurs encore marqués dans leur enfance, le facteur réellement terrifiant était la musique, et effectivement le son semble dissonant, ce qui pour un enfant peut être facilement assimilé à une peur irrationnelle. Le côté ancien et analogue n'arrangeant pas les choses. Le logo en lui-même, la couleur jaune en arrière-plan, est une couleur très agressive je trouve, et peut être facilement assimilée aux produits chimiques ou quelque chose d'agressif. La couleur rouge aussi peut faire penser à du sang. En fait, c'est vraiment la combinaison de tous ces facteurs, la couleur et aussi le fait qu'il y ait cette espèce de point rouge au milieu qui ressemble à un œil. Je peux comprendre que ça a pu traumatiser des enfants à l'époque. Peut-être que c'était le mouvement qui était affiché à l'écran qui semblait effrayant. La scène a commencé avec 2 parallélogrammes, l'un près du centre supérieur de l'écran et l'autre montant depuis le bas de l'écran. Le parallélogramme supérieur était à une distance et se rapprochait, tandis que le plus bas était plus proche et s'éloignait. Ils ont commencé à se déplacer ensemble, en s'allongeant. Quand ils se sont rapprochés l'un de l'autre, les 2 sections ont enveloppé un point qui est apparu simultanément au centre de l'écran, formant le S. Le point semble représenter un moyeu d'une bobine de film. Pendant ce temps, les mots Screen Gems sont apparus entre le S et le bas de l'écran. Peut-être que toutes ces actions en même temps étaient trop pour l'esprit d'un jeune enfant, cela a été montré sur un fond jaune avec le S parfois rouge, d'autres fois noir. Je pense que cela semblait encore plus inquiétant sur un téléviseur en noir et blanc lorsque le fond apparaissait en blanc et avait l'air beaucoup plus froid. Ce logo a tellement été une source d'angoisse pour tous les enfants des années 70 qu'il a même été à l'origine d'un documentaire de 10 minutes nommé The S from Hell, qui est un peu spécial. Allez le voir, franchement il est disponible sur YouTube, The S from Hell, vous allez le voir sur YouTube, c'est assez marrant, c'est en anglais par contre, mais l'ambiance est assez tricky, enfin c'est des barres. Screen Gems c'est un logo dont vous avez probablement jamais entendu parler, contrairement au prochain de la liste. THX est une société de production fondée par George Lucas, le papa de Star Wars, et une filiale de Lucasfilm. Il est aussi une société d'ingénierie et d'assurance qualité. En effet, il s'occupe de décerner des certifications pour les salles de cinéma et autres proposant du matériel THX. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le nom THX serait une référence à 2 choses. La première, ça serait les premières lettres d'un certain Tomilson Oldman, qui est un ingénieur du son de chez Lucasfilm.
et le X faisant référence au crossover audio. La deuxième, c'est qu'il serait aussi un clin d'œil à un des tout premiers films de George Lucas, THX 1138, qui est en fait la mise en lettres du véritable numéro de téléphone de George Lucas, THX signifiant 849 une fois traduit sur un clavier alphanumérique. Pour le coup, THX, je pense pas avoir trop besoin de développer, tout le monde voit ce que c'est, et c'est vrai que quand j'étais petite, ça m'était déjà arrivé de me faire avoir, plus particulièrement quand j'allais au cinéma avec ma mère et qu'on devait aller voir un film d'animation, donc un truc pour enfants, tu t'assois dans ces espèces de sièges rouges dans une salle toute noire que tu connais pas, et d'un coup il y a cette espèce de logo énorme qui pop avec cette musique qui est devenue maintenant iconique. En tant qu'enfant, c'est hyper déstabilisant. Quand t'es adulte, tu te dis juste que le son est incroyable et que ça va te mettre plein les yeux, mais quand t'es enfant, c'est limite un screamer. D'ailleurs, la musique de THX a tellement été un trauma pour des centaines de personnes qu'il a été à l'origine d'une vraie phobie en fait qui s'appelle la phobie THX ou THX phobia, qui est littéralement la peur du logo THX, mais plus particulièrement la peur du bruit, des sons très forts. Cette peur surgit généralement dans l'enfance, car le logo THX était tristement célèbre pour effrayer les jeunes enfants en raison de son audio fort et déconcertant. Il était présent dans la majorité des films de Disney jusqu'en 2005 et de la 20th Century, ainsi que dans un certain nombre de films Pixar jusqu'à la sortie DVD de Cars et d'autres films également. Dans la culture populaire, plusieurs œuvres audiovisuelles ont fait référence à ce phénomène, comme dans l'épisode des Simpsons, L'héritier de Burns, où tout un public devient sourd à cause du logo, ou encore dans l'intro de l'album de Dr. Dre de 2001, intitulé Lolo Intro, qui sample ce thème. Quand tu regardes le logo de THX quand t'es adulte, t'as plutôt l'impression que tu vas voir le meilleur film de ta vie et que la musique va être exceptionnelle et que le son, surtout de la qualité audio, va être vraiment exceptionnel et grandiose. Mais quand t'es enfant, c'est plus un truc très flippant parce que tu t'y attends pas et ça peut déclencher du coup cette espèce de peur irrationnelle qui poursuit des gens encore aujourd'hui. Je trouve ça incroyable. Alors celui-là, c'est probablement et légitimement le plus bizarre de tous les logos de ce top. BND ou Digital Vid est une société de production télévisuelle russe et anciennement soviétique fondée en 1987. Vid produit des émissions pour Channel One Russia, NTV et OTR. Elle est surtout connue pour avoir produit des programmes télévisés comme Wait for Me, conçu pour aider les gens à retrouver leurs proches, et Polshuds, qui est une version russe populaire de la roue de la fortune. En ce qui concerne le logo, il a été créé par un certain Andrew Razdash, qui est l'un des nombreux fondateurs de Digital. Nous voulions que le logo soit vivant. À l'époque, tout le monde était friand de graphisme informatique et nous voulions un artefact vivant. Nous avons pensé à MGM, où le lion rugissait, mais nous ne voulions pas d'animaux. Nous voulions un symbole, et l'Orient regorge de toutes sortes de symboles. Alors, vivant, oui, pourquoi pas, vas-y, je comprends l'idée, mais vous étiez obligé de faire un truc aussi cursed? Le logo de Vid, ou encore Mask of Death, pour les intimes, est connu pour être austère et assez effrayant. Dans ses éléments audio et visuels, lorsque le logo d'ouverture a été introduit à la télévision, de nombreux parents ont exprimé des plaintes, trouvant que cela était assez effrayant à regarder, surtout lorsqu'il précédait ou suivait des émissions télévisées pour enfants, et honnêtement je les comprends. Pour l'histoire, à l'origine, Andrew Razdash est allé chercher son inspiration au musée d'art oriental de Moscou. Parmi toutes les œuvres exposées, Razdash a choisi le masque en céramique du philosophe taoïste chinois Xu Xiang. Désolée. Avec une grenouille à 3 pattes sur sa tête, basée sur une sculpture en tête de céramique trouvée dans ce même musée. Le visage du logo était à l'origine une copie directe du masque, mais apparemment le musée attendait de poursuivre Vid pour droit d'auteur, je suppose, les poussant à modifier numériquement le masque pour éviter les difficultés juridiques. Plus récemment, cette version du logo a ressurgi sur internet, devenant un peu un mème, surtout dans la communauté horreur, pour des raisons assez évidente, étant à l'origine d'un mème plutôt connu nommé le BND of Doom, que je ne vais pas vous montrer ici parce que je ne veux pas vous montrer de Screamer. Viacom
Productions, anciennement Viacom Entreprises, était une branche de production télévisuelle de Viacom International. Viacom Entreprises était également active dans la production cinématographique et la production sportive. Cette division était active de 1971 jusqu'à 2004, date à laquelle l'entreprise a été intégrée à Paramount Television, 10 ans après l'acquisition de Paramount Pictures par Viacom. D'ailleurs, fun fact, Viacom vient en fait du dérivé du nom complet de l'entreprise, signifiant Video and Audio Communications. Viacom Productions, ça vous dit peut-être rien, pourtant si je vous montre ça... Voilà. Le logo auquel on va s'intéresser pour celui-là est celui utilisé pendant les années 70 et 80. Surnommé The V of Doom, le logo s'ouvre sur un fond lavande clair, les mots Viacom Presentation apparaissent en blanc. Ensuite, un V abstrait de couleur bleu marine zoome sans s'arrêter jusqu'à ce que le logo se termine. La musique est une mélodie synthétisée de 5 notes avec un roulement de timbales. Alors autant pour certains logos du top, j'ai dû vraiment extrapoler pour m'imaginer quel était le facteur un peu horrifique, autant celui-là, je comprends totalement. C'est tout con, mais le côté objet visuel s'approchant de plus en plus de nous sans s'arrêter, quand t'es gosse, tu dois te dire que le logo, il va juste transpercer l'écran et venir dans ta gueule. Personnellement, j'ai retrouvé ce même malaise que dans le film Coraline, le moment où la petite est dans l'espèce de sas qui relie les deux mondes et que l'espèce de petite porte s'approche de plus en plus. Un logo terrifiant avec une musique forte et un V qui se précipite vers nous avec le mot Viacom Presentation. Cela semble encore plus sinistre lorsque le son est diffusé sur une cassette vidéo à travers une vieille télévision de basse qualité. Le pire cauchemar pour les enfants qui ont grandi dans les années 70 et 80. Le premier qui rigole, je lui en fous une. DIC, ou Diffusion Information Communication, est une société de production de séries d'animation pour la télévision, française puis américaine, créée par Jean Chalopin en 1971 à Tours et disparue en 2008. Elle a été une filiale de Disney de 1993 à 2000. C'est notamment eux qui sont à l'origine de dessins animés très cultes comme Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or ou encore Sonic le Rebelle. Pour le coup, il y a moyen que ce logo soit un peu plus connu par les gens ici, étant une société qui a diffusé énormément de gros bangers des années 80 et 90. L'obscurité du logo, l'apparition soudaine de Dick, le rond du I ayant une forme très pointue, le rythme rapide et la musique peuvent effrayer certains. Il y a aussi une poupée de clown souriante à peine perceptible assise sur le camion Ben dans la pièce. Une fois remarqué, cela peut causer de la peur chez les enfants. Le fait que ce logo était présent dans des émissions pour enfants et des contenus familiaux peut également augmenter cet effet. Le fait que ce putain de gosse dorme la fenêtre ouverte en pleine nuit me trigger. Et puis voilà quoi, enfin on dirait qu'il dit bite quoi. Le logo de Dick a été créé à une époque où les techniques d'animation et les effets spéciaux étaient limités par rapport aux normes actuelles, ce qui peut entraîner une esthétique visuelle datée et un peu primitive, mais également une atmosphère plus étrange ou inquiétante pour certains spectateurs. Classic Supo Inc. est une entreprise de production de divertissement multimédia basée à Los Angeles, en Californie, fondée en 1982 par la productrice Arlene Klasky et l'animateur Gabor Ksupo, d'où le nom Classic Supo. Exactement, ouais, t'es bien renseigné toi. Le studio se consacre initialement à la création de bandes-annonces, de génériques de séries télévisées et publicités, mais c'est aussi ce studio qui diffusera pour la première fois les Simpsons à la télévision et qui produira les 3 premières saisons. Ils furent aussi à l'origine de la diffusion du dessin animé Les Races Moquettes, dont l'idée est venue au couple lorsqu'ils regardaient leurs enfants et se demandaient ce qu'ils pourraient bien se dire s'ils pouvaient parler. Ce logo-là, en vrai, il est un peu spécial, je le trouve vraiment très goofy, mais je pense que si je l'avais vu étant plus jeune, je me serais vraiment pissé dessus. Le côté collage stop motion ultra chelou, les gros yeux énormes et la grosse bouche avec la voix derrière ultra bizarre. Non, vraiment, ce logo a une esthétique très étrange. Tu sens qu'ils ont voulu faire un truc goofy, un peu what the fuck pour les enfants, mais le résultat est relativement dérangeant pour que des enfants en aient encore un mauvais souvenir même une fois adultes. Le logo présente des couleurs vives et des formes géométriques audacieuses qui peuvent sembler étranges ou perturbantes
perturbant pour certains spectateurs. L'accompagnement musical du logo est souvent décrit comme strident et discordant, ce qui peut créer une atmosphère inconfortable ou même effrayante. Le logo comporte souvent des événements rapides et saccadés, avec des formes qui se déplacent de manière erratique à l'écran. Le logo de Klasky Csupo est souvent associé à des émissions pour enfants, ce qui peut surprendre les jeunes spectateurs lorsqu'ils sont confrontés à des éléments visuels et sonores qui semblent inattendus ou effrayants dans ce contexte. Je pense que tous ces éléments-là mélangés ont fait en sorte que le logo de Klasky Csupo devienne quelque chose de terrifiant et d'effrayant pour certaines personnes. WGBH est une station de télévision publique située à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Fondée en 1951, il est l'une des stations membres du réseau de télévision publique PBS. WGBH produit et diffuse une grande variété de programmes éducatifs, culturels et d'actualité, ainsi que des documentaires primés et des émissions pour enfants. En plus de la télévision, WGBH gère également des stations de radio publiques et produit du contenu numérique pour une diffusion en ligne. La station est réputée pour son engagement envers le service public et la qualité de ses programmes. Mais pour certains, WGBH c'est plutôt un vieux cauchemar d'enfance plutôt qu'autre chose. Pour celui-là, on retrouve le même problème audio que pour THX, mais en plus de ça, tu rajoutes le fait que le logo devienne hyper lumineux et tu obtiens un cocktail parfait pour effrayer des centaines de gosses. Bien que le logo en lettres de WGBH soit relativement simple, certains aspects de sa conception, comme la forme des lettres ou le choix de la police, pourraient sembler étranges ou perturbants pour certaines personnes. Certaines personnes pourraient associer le logo de WGBH à des émissions ou des contenus qui leur ont causé de la peur ou de l'anxiété par le passé. Par exemple, si quelqu'un a regardé des documentaires troublants ou des émissions à suspense sur WGBH, il pourrait associer inconsciemment le logo à ses expériences. Et là, je pense qu'il est important pour moi d'ouvrir une très grosse parenthèse pour vous expliquer que la perception horrifique d'un logo qui peut paraître banal pour certaines personnes et horrifique pour d'autres est vraiment quelque chose de très subjectif. Il dépend énormément de l'état psychologique de la personne à ce moment-là et de ce qu'elle a vécu dans son passé. Ce qui peut sembler inoffensif pour quelqu'un peut paraître être une sorte d'agression visuelle et auditive pour une autre personne. Fabrica est une société de recherche en communication créative basée à Trévise, en Italie. Fondée en 1994 par le groupe Benetton, Fabrica se concentre sur la promotion de la diversité culturelle et la création de contenus innovants dans les domaines de la publicité, du design, de la photographie, du cinéma, de la musique, de la mode, de l'édition et des arts visuels. L'une des caractéristiques les plus uniques de Fabrica est son approche interdisciplinaire qui encourage les collaborations entre artistes, des designers et des professionnels des médias de divers horizons culturels et géographiques. Cela permet à Fabrica de produire des projets originaux et novateurs qui explorent des questions sociales, culturelles et politiques contemporaines. C'est beau tout ça, hein. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment les mecs ont eu l'idée d'avoir un logo qui ressemble à ça ? Un gros plan d'un visage de couleur noire est montré, accompagné du texte blanc Fabrica affiché en bas. Soudain, les yeux sont révélés, avec l'œil gauche de couleur bleue et l'œil droit ayant une couleur brun très foncé, révélant presque des pupilles semblables à celles d'un chat. Les pupilles sont couvertes par une barre noire au milieu d'un écran bleu, censé être une fenêtre, reflétée sur les yeux, qui est plus clairement visible sur l'œil gauche, donnant l'illusion de pupilles fendues verticalement. Le visage nous montre ses yeux pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il les ferme à nouveau. Ce logo a effrayé de nombreuses personnes en raison du visage effrayant, de l'environnement sombre, du silence et de l'ouverture soudaine des yeux. Le facteur de peur est encore plus élevé pour ceux qui ont peur du noir. Il est considéré comme l'un des logos les plus effrayants de tous les temps, aux côtés du Mask of Death de Vid, du V of the Doom de Viacom et du S from Hell de Screen Gems Television. Sur des images de fumée nuageuse, nous voyons une image circulaire du temple de Manakamana, avec des anneaux sortant de l'extérieur de l'image. Le nom de l'entreprise n'apparaît pas. Le côté daté de la vidéo, et surtout le son qui est hyper violent de ces espèces de chants de bouddhistes avec des sons de cloche, rend le tout vraiment très creepy et très perturbant, je vous l'accorde. On a beaucoup de mal à discerner quoi que ce soit sur la vidéo, dû à l'extrême vieillesse de l'enregistrement, mais on peut comprendre aisément en quoi ce logo a pu surprendre et terrifier plus d'un. Bon, après ça date des années 60, donc on peut pas non plus leur jeter la pierre.
Ok. Là, on va attaquer un gros morceau. Nickelodeon est un réseau de télévision par câble et par satellite qui appartient à Viacom CBS. Il est connu pour ses programmes destinés aux enfants et aux adolescents lancés en 1977. Nickelodeon s'est imposé comme l'une des chaînes les plus populaires auprès des jeunes téléspectateurs. Nickelodeon propose une variété de contenus, y compris des dessins animés, des émissions de télé-réalité, des séries télévisées, des films originaux, des événements spéciaux et des jeux. Certaines des émissions les plus emblématiques de Nickelodeon comprennent Bob l'éponge, Les Razmoquettes, Avatar le dernier maître de l'air, Mes parrains sont magiques, iCarly et bien d'autres. En plus de ces programmes télévisés, Nickelodeon développe également du contenu numérique, des applications mobiles, des jeux vidéo, des parcs à thème et des produits de consommation basés sur leurs franchises populaires. Nickelodeon est reconnu pour son engagement envers la diversité, l'inclusion et l'innovation dans ses programmes. Et il continue d'être une destination de divertissement de choix pour beaucoup d'enfants du monde entier. Ça, c'est la partie vraiment éclairée de l'iceberg, on va dire. Parce que, comme vous le savez, et comme la plupart des grosses corpos de ce monde, Nickelodeon possède une phase sombre. Très très sombre. On peut noter les énormes problèmes et scandales liés à l'abus physique et moral de certains enfants stars, la présence de drogue sur des plateaux remplis de mineurs, des problèmes de violence et d'agression sexuelle, ainsi que de fétichisation. Un de ces gros problèmes porte un nom. Il s'appelle Dan Schneider et il est officiellement dans mon top 5 des humains que je déteste le plus sur cette planète. Alors, je compte pas en parler 150 ans de ce mec, il y a des très bonnes vidéos sur YouTube qui en parlent, notamment FedUp ou Gossip Girl. Je vais vraiment pas détailler plus que ça parce que j'ai quand même envie de garder ma santé mentale. Il y a même un documentaire qui existe, les gens ont vraiment fait le tour de ce déchet, mais comment vous dire... Le mec avait vraiment un problème avec les pieds en fait. Les logos de Nickelodeon ont beaucoup changé à travers le temps, mais le logo dont on va parler aujourd'hui et maintenant se détache beaucoup plus des autres logos qu'a pu arborer la chaîne pour enfants. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais vu le logo pour la première fois, j'avais un peu du mal à comprendre c'était quoi ce délire autour du pied. Il y avait toute une période de Nickelodeon où en fait t'avais des pieds partout quoi, le logo était un énorme pied, le générique était un pied, enfin il y avait des pieds partout, c'était trop bizarre. Mais une fois que tu grandis et une fois que t'as toutes les révélations autour d'à quel point Dan Schneider était un mec horrible qui fétichisait de ouf les pieds, surtout les pieds des enfants, bah ça rend le tout vraiment hyper étrange et hyper tricky. Enfin, je veux dire, le mec était tellement obsédé par les pieds, il en foutait partout. Enfin, je sais pas, genre, par exemple, t'as cette scène-là qui est complètement lunaire avec Ariana Grande. Have you ever tried to get your whole big toe in your mouth? Check this out. Ou encore celle-là. Vraiment, en faisant des recherches sur cette dernière partie, je suis tombée sur des trucs que j'aurais jamais voulu voir. Alors attention, j'ai aucun problème avec ce genre de fétiche. Ce que vous faites dans votre vie privée ne me regarde absolument pas. Mais le concept d'un fétiche, c'est de l'exprimer dans la sphère privée et pas de le montrer au monde entier, n'est-ce pas Tarantino? Avec le recul, c'est pas forcément le logo qui fait peur, mais c'est vraiment toute l'histoire derrière, tout le build-up et la raison de pourquoi... Pendant une période, Nickelodeon avait autant de focus sur les pieds. J'imagine que c'était la pensée de « les pieds sont idiots, regarde les orteils, oh tellement idiots ». Mais ensuite, vous regardez le plus grand producteur de Nick de toutes les émissions classiques avec lesquelles nous, les enfants des années 90, avons grandi, et avec toutes les histoires et les allégations qui ont fuité à son sujet, Dan Schneider. Le problème de Dan, c'était les pieds des enfants. Il aimait trop les pieds des enfants. Il a envoyé des tweets à ses abonnés et leur a demandé de lui envoyer des photos de leurs pieds avec, disons, simplement le logo de iCarly dessus et il le retweeterait et vous suivrait. Si vous revenez en arrière et regardez les épisodes de iCarly ou le spin-off avec Sam & Cat, vous tombez sur Janet McCurdy mettant ses pieds dans de la gelée et remuant ses orteils dans la gelée en jouant avec ses pieds parce que « Oh, Sam est tellement farfelue et folle !» C'était Dan qui jouait son pervers, sa perversion malade devant la caméra, l'exhibant et se moquant de nous, téléspectateurs, parce qu'on ne pouvait pas comprendre. Je ne dis pas que Nickelodeon est une entreprise malade, mais avec les allégations contre Dan et toutes ces réactions négatives qu'il a reçues et le fait que leur logo était un pied, ce n'est pas difficile de faire le parallèle entre les deux. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une vidéo un peu plus courte qui m'a demandé un peu moins de temps de cerveau disponible parce que je vous avoue que la vidéo sur Local 58 m'a pris énormément de temps, beaucoup de travail.
Donc s'il vous plaît, si vous êtes chaud d'aller la voir, ça serait super cool. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, m'envoyer de l'argent sur PayPal s'il vous plaît, j'en ai marre de manger du sapin.